Bonjour. Je suis interne en génétique médicale au CHU de Brest. Je vous remercie de me donner l'occasion de faire cette petite présentation. Ça va être plus léger. Présentation qui est issue d'une observation clinique vue à Brest. Et donc je vais vous parler de GIST et d'épimutation SDHC. Pour commencer, je vais déjà vous définir un petit peu ce que sont des GIST. Donc GIST, c'est pour tumeurs stromales gastro-intestinales. Ce sont des tumeurs mésenchymateuses rares avec une incidence annuelle autour de 15 cas par million de personnes, qui se développent préférentiellement au niveau de l'estomac et du grêle, beaucoup plus rarement pour tout ce qui est côlon, œsophage et rectum. On a un âge moyen au diagnostic qui est autour de 60 ans et un sexe ratio de 1 pour 1. Pour les GIST, préférentiellement chez l'adulte, on a fréquemment une association avec des mutations activatrices dans des gènes codant pour des récepteurs tyrosine kinase que sont KIT et PDGFR-alpha. Dans ces cas-là, les tumeurs sont plutôt sensibles au traitement ciblé par ITK. J'y reviendrai un peu plus tard. Et on parle de GIST wild type justement en cas d'absence de ces mutations dans KIT ou PDGFR-alpha. Et on a des proportions quasiment inverses dans des populations pédiatriques. Les GIST sont la plupart du temps sporadiques, ce qui ne nécessite pas dans ce cas-là de consultation d'oncogénétique, mais peuvent être associés à certains syndromes, notamment la neurofibromatose de type 1, donc du coup avec des mutations constitutionnelles dans NF1, qui peuvent associer des GIST multiples, plutôt localisés au niveau du grêle. Peuvent être également associés au complexe SDH pour succinate déshydrogénase, mais je vais y revenir juste après, c'est ce qui va nous intéresser, vous vous en doutez. Dans ce complexe SDH, je vais m'arrêter sur deux entités en particulier, le syndrome de Carney-Stratakis, qui est un syndrome tumoral familial, qui associe qui associe des tumeurs à type du coup de GIST évidemment au niveau gastrique plutôt multiple, et également des paragangliomes qui sont des tumeurs neuroendocrines qui se développent le long des axes vasculaires et nerveux. Et le syndrome de Carney-Stratakis est aussi associé aussi à des mutations constitutionnelle dans un des gènes codant pour une des sous-unités du complexe SDH. Et également, on va parler un petit peu de triade de Carney, donc, qui est un syndrome tumoral non familial, puisqu'il n'y a pas de cause génétique bien définie dans ce cas-là, qui associe du coup en plus des GIST et des paragangliomes, des chondromes pulmonaires. Et je le cite également, exceptionnellement, il peut y avoir des mutations constitutionnelles au niveau de KIT et PDGFR-alpha, plutôt chez des sujets jeunes, dans un contexte familial évidemment, avec des troubles de la motilité intestinale et notamment des manifestations cutanées. Donc SDH pour succinate déshydrogénase, mais ça a plusieurs autres noms. C'est un complexe constitué de 4 sous-unités, A, B, C et D, codées par des gènes du même nom. C'est un complexe qui a une fonction dans les 4 sous-unités, SDHA, SDHB qui forment le domaine catalytique, SDHC et SDHD qui sont les sous-unités d'ancrage du complexe au niveau de la membrane mitochondriale interne. Ce complexe, il a une fonction d'oxydoréductase avec deux fonctions métaboliques majeures. Donc la première au niveau du cycle de Krebs, il va catalyser l'oxydation du succinate en fumarate et de façon concomitante à cela, ça va permettre la réduction de l'ubiquinone en ubiquinol pour pouvoir permettre derrière au niveau de la chaîne respiratoire de produire encore plus d'ATP par phosphorylation oxydative. Dans le cas qui va nous intéresser, c'est une patiente qui a été vue initialement en 2017, elle avait 29 ans à l'époque. Elle consulte pour une asthénie importante et pour une dyspepsie, et dans son bilan, on lui retrouve une petite anémie à 5,2 grammes par décilitre, pour lequel elle aura une exploration par plusieurs examens d'imagerie, notamment la fibro, qui trouvera une volumineuse masse tumorale au niveau de l'antre et du corps gastrique, un scan, dont vous avez une coupe ici, qui retrouve ici, du coup, la volumineuse formation tissulaire exophytique au niveau de la paroi gastrique et une prise de contraste au niveau des artères hépatiques. Le TEP scan mettra en évidence en plus des foyers métaboliques d'allure secondaire au niveau pariétocolique gauche et au niveau hépatique également. La NAPAT répondra, comme vous vous en doutez, qu'il s'agit de tumeurs stromales gastriques, avec déjà une recherche au niveau somatique de KIT et de PDGFR-alpha qui reviendra négative et une perte d'expression SDHB, mais j'y reviendrai également aussi en immunohistochimie puisque c'est une étape assez importante dans la démarche, qui reviendra également négative, donc avec une perte d'expression au niveau tissulaire. Au niveau familial, l'arbre n'est pas spécialement informatif chez cette patiente, on n'a pas de contexte particulier et au niveau des antécédents personnels, il y a juste une notion de thrombopénie idiopathique. Du coup, on a un tableau de GIST gastrique multiple, d'emblée métastatique chez une femme jeune avec une immunohistochimie SDHB négative. Du coup, il y a bien une indication à des investigations génétiques.
Ça a commencé du coup en 2018 avec l'envoi, donc c'était à Paris, à Pompidou, 200. Dans un premier temps, ils vont aller rechercher, je ne vous l'ai pas dit, SDHX, pour parler des quatre gènes A, B, C et D. Pour faire un premier panel justement pour rechercher une éventuelle mutation dans SDHX qui est revenue négative, suite à quoi ils nous ont demandé d'envoyer du matériel tumoral pour, dans la suite de la démarche, rechercher justement une épimutation qui correspond ici en fait à une hyperméthylation du promoteur de HDHC. Hyperméthylation qui n'a pas été retrouvée au niveau constitutionnel, et le résultat était non interprétable au niveau tumoral du fait d'un matériel de mauvaise qualité et notamment d'une contamination assez importante par du tissu sain. Suite à quoi il a fallu attendre 2021 en fait, pour qu'il y ait un nouveau prélèvement lors d'une fibro pour refaire justement cette recherche d'épimutation, donc par pyroséquençage, je ne l'ai pas dit, qui mettait bien en évidence cette fois-ci justement une hyperméthylation du promoteur de SDHC. On a à nouveau confirmé qu'on ne la retrouvait pas au niveau constitutionnel, et il y a également ils ont également fait de la PCR digitale pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faible mosaïque à ce niveau-là. Rapidement, du coup, il faut savoir que l'atteinte d'une seule des 4 sous-unités de SDH permet en fait d'entraîner la perte d'expression de tout le complexe, et notamment la perte d'expression de SDHB au niveau tumoral. D'où l'importance en fait de l'immunohistochimie de SDHB, qui est largement utilisée justement pour mettre en évidence des mutations dans SDH, peu importe en fait la sous-unité atteinte. Cette atteinte, ça peut être soit une mutation biallélique, soit une épimutation SDHC. Il faut savoir que de ce que j'ai lu, il n'y a pas d'épimutation sur SDH, A, B ou D qui a été décrite. Soit l'association des deux avec une mutation hétérozygote et une hémiméthylation en second hit associée. Donc, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises aujourd'hui, cette hyperméthylation va entraîner une inhibition transcriptionnelle, d'où la perte d'expression et la perte de fonction du complexe entier. J'ai déjà parlé de l'immunohistochimie. Vous avez une petite illustration ici avec en bas la zone brunâtre, c'est du tissu sain qui exprime toujours SDHB, et au-dessus c'est du tissu tumoral avec perte d'expression. Et la figure sur la droite, c'est une évaluation de l'expression de HDHC entre des tumeurs mutées SDHX, donc que ce soit A, B, C ou D, et des tumeurs non mutées de SDHX, donc wild type, mais qui pour le coup présentent une hyperméthylation de SDHC, et donc un niveau d'expression faible voire nul en fait de SDHC. Donc pour finir de vous achever avec la physiopathe, c'est bien l'inactivation de SDH qui va entraîner en fait l'accumulation de succinate, qui va agir comme un oncométabolite, qui va aller inhiber des enzymes particulières et entraîner des états de pseudo-hypoxie, qui vont entraîner des réponses classiques à cette hypoxie, avec notamment une hyperangiogénèse, une glycolyse et une prolifération cellulaire qui va favoriser justement cette apparition de gystes et ou d'autres tumeurs. Parallèlement à ça, l'accumulation de succinate va également aussi entraîner une inhibition de processus de déméthylation au niveau de l'ADN et au niveau d'histone, entraînant du coup un profil hyperméthylé de l'ADN et potentiellement du coup en inactivant des gènes suppresseurs de tumeurs. Cette figure-là, qui est tirée d'une publi de 2016, donc là on est bien sur une centaine de gystes wild type, donc non mutés KIT et PDGFR alpha. C'est juste pour montrer que d'une part c'est quand même les mutations dans SDHX qui sont majoritaires. Là, la partie bleutée en fait ce sont les cas avec des immunohistochimies SDHB positives, donc qui expriment toujours SDHB, pour lequel a priori le complexe SDH n'est pas impliqué, donc il faut aller chercher ailleurs un autre gène. Tout le reste, c'est justement avec des immunohistochimies négatives. La partie un peu plus grisée sur la gauche, c'est justement en cas d'absence de mutation SDHX, que ce soit en somatique ou en constitutionnel, et qui présente uniquement justement des hyperméthylations, donc des épimutations. Et donc tous les autres cas, en fait, ce sont des mutations dans une des sous-unités, dans une des 4 sous-unités du complexe. Cette patiente, même si elle a des gystes wild type, elle a quand même été traitée par inhibiteur de tyrosine kinase à défaut par défaut. Elle en a eu plusieurs à chaque fois qui ont été switchés devant la progression de la maladie. Actuellement, elle est sous Kinlock dans le cadre d'un essai clinique. Le Kinlock, c'est indiqué en 4e ligne, je crois, après 3 traitements par inhibiteur de tyrosine kinase, notamment l'imatinib.
Elle a un suivi par scan TAP tous les 6 mois et un bilan bio tous les mois. Et ce résultat biologique a permis d'être rassurant pour elle dans un premier temps, puisque justement on a une épimutation qui est somatique pure, qui n'a pas été retrouvée au niveau constitutionnel. Donc a priori elle n'est pas à risque de développer des paragangliomes ou des chondromes. Donc pas de surveillance supplémentaire à mettre en place. Et on a également pu être rassurant notamment pour ses enfants, puisque du coup également pas de risque de transmission a priori. Ça, c'est une diapo, c'est moi qui l'ai faite en recoupant un petit peu les différents papiers que j'ai pu lire. Donc ça, c'est supervisé par Alexandre Buffet à Pompidou, justement sur la démarche, une proposition d'algorithme pour la démarche devant des gistes. Donc évidemment, dans un premier temps, s'assurer qu'on est bien dans des cas de gistes wild type, donc non muté KIT et PDGFR alpha. Comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est d'abord l'immunohistochimie SDHB qui signe une atteinte du complexe SDH. Si celle-ci est positive, il faut aller chercher d'autres gènes, il faut aller chercher ailleurs. Quand celle-ci est négative, on va aller rechercher de façon concomitante, en fait, quasiment des mutations. Donc c'est ce qu'elle a eu dès 2018, elle, des mutations constitutionnelles sur SDHX, donc A, B, C ou D. Si ça reste négatif, on va rechercher au niveau somatique, et c'est dans ces cas-là où en fait l'intérêt c'est de pousser encore plus loin pour aller au niveau de l'épimutation, rechercher une hyperméthylation du promoteur de SDHC au niveau somatique et constitutionnel, ce qui peut avoir un potentiel intérêt puisqu'il y a beaucoup de pistes thérapeutiques sur des traitements déméthylants, notamment la décitabine qui va en fait inhiber des méthyltransférases de façon sélective, et le T-modal qui va également aller jouer sur l'ADN méthylé de façon un peu plus spécifique. Donc les messages importants, c'est que en fait, la part importante, c'est d'une part, il faut, une fois qu'on a mis en évidence l'absence de mutation de SDHX, que ce soit en constitutionnel ou en somatique, il faut pousser plus loin pour aller chercher une épimutation. Et c'est vraiment faire la part des choses entre une épimutation somatique pure et une épimutation qui est également présente en constitutionnel, qui va permettre derrière d'adapter la prise en charge, puisque les épimutations constitutionnelles, pour le coup, sont plus à risque de développer donc, des paragangliomes et des chondromes pulmonaires. Et dans ces cas-là, il y a une surveillance spécifique à mettre en place. Dans ce cas-là, on parle d'angio-IRM, tête-cou, TAP tous les 3 à 5 ans, et notamment aussi méthanéphrine urinaire au niveau biologique. Et ça a un intérêt évidemment pour le conseil génétique, pour être rassurant pour les apparentés, pour savoir s'il y a besoin d'aller les embêter ou pas, et au niveau des pistes thérapeutiques, de potentiels traitements déméthylants, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu d'essais de grande ampleur dans cette situation-là. Merci. Ouais, ça rejoint la problématique des études tumorales pour le conseil génétique qui est rentré dans le Lynch aussi avec les perméthylations des MLH1 par exemple, et c'est hyper important d'avoir cette info-là pour assurer au maximum. Et pour la thérapeutique, je ne sais pas s'il y a des questions. Les méthylations constitutives, c'est des histoires de chasse ou ça représente un pourcentage non négligeable? J'ai pas de chiffres particuliers en tête. Après, c'est souvent en fait de ce que j'ai vu, c'est plutôt des mosaïques plus ou moins importantes. Et après, c'est aussi la question, parce que là, on est plutôt dans des cas d'épimutation a priori primaire, mais c'est toujours la grande question de la transmission de ce genre d'épimutation. Mais je n'ai pas de chiffres particuliers sur l'importance de ces épimutations au niveau constitutionnel en tout cas. Il faudrait trouver une mutation effectivement transmise à un variant dans des équipes de liaison comme c'est dans MLH1, comme ça, c'est décrit comme ça. MLH1 revenait souvent comme ça. Qui se transmet. Hop, une petite... Merci. Moi j'ai une petite question parce que vous dites on est sûr que c'est limité à la tumeur, en gros c'est ce que vous dites, du coup elle n'a pas besoin de surveillance, mais... Pas de surveillance supplémentaire spécifique, effectivement, c'est l'avis qu'on a demandé au docteur Rocoplo du coup à Pompidou. Après c'est... Mais c'est par expérience, on sait que quand on ne trouve pas dans le sang, ça arrive jamais ailleurs, ou... Parce qu'on peut imaginer que l'événement il survienne durant la vie embryonnaire et qu'il ne soit pas décelable dans le sang et répartis dans différentes tissus. Pour moi, c'est par expérience. C'est par expérience, c'est pas retrouvé. C'est pas retrouvé. Okay. Et là, je m'arrête. Je me suis arrêté spécifiquement sur les gistes, mais
En tout cas, ce profil d'épimutation sur SDHC n'est pas retrouvé, notamment dans le carnet Stratakis ou dans des syndromes de paragangliome familiaux, qui est associé au KIT ou PDGFR alpha, qui n'est pas retrouvé dans d'autres patients, chez d'autres patients présentant d'autres types de tumeurs ou même chez les patients sains en fait.